Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un petit peu de spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier ou que vous voulez mon avis sur un titre en particulier, comme d'hab, il y a le chapitrage dans la barre YouTube, en description, c'est comme d'habitude. Pareil, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, partager la vidéo pour que la vidéo puisse être visible par plus de gens, que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et maintenant que c'est dit, on commence maintenant. On commence avec du Détective Conan avec le tome 76 à 90. Donc la semaine prochaine, dans le prochain Mes Lectures, ce sera le tome 91 à 98. Et je serai officiellement à jour dans Détective Conan. Alors, je pose ça là. Avant de commencer, ceux qui me suivent un petit peu sur Twitter, j'ai posté il y a une semaine ou deux un tweet en disant que je comprenais toujours pas pourquoi, arrivé à 80 tomes de la série, pourquoi on disait qu'il se passait rien dans Conan alors que je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo qui sera très simple, ça sera dans le tome 1, il se passe ça, dans le tome 2, il se passe ça, et il y a eu l'air d'avoir un petit engouement, donc la vidéo sortira, je pense, mi-juillet, maximum fin juillet, avant que je parte un petit peu en vacances, que j'arrête de faire des vidéos pendant un petit mois, mois et demi. Donc ça c'est sûr que je le fais une fois que j'ai fini mon marathon Conan. Donc la semaine prochaine, j'ai terminé mon marathon Conan. Ce qui fait que ça va me faire le temps d'écrire. Alors j'ai commencé un petit peu à écrire, à réfléchir un petit peu au montage. Et ça sortira, allez, avant fin juillet, c'est sûr que ça sortira. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du tome 76 à 90? Déjà, c'est le tome qui marque, enfin, ces tomes-là marquent la fin de l'arc Bourbon, qui a plein de rebondissements déjà. Et alors, dans les tomes 73, 74, 75, on avait plus ou moins une certitude de qui était Bourbon, parce que il y avait Toru Amuro qui est apparu, Serra et comment il s'appelle, Shukichi, non, Haneda, donc l'élève. Et donc, comme je savais qui était Serra et Haneda à cause du film qui est sorti au cinéma, je savais que Toru Amuro était Bourbon. Mais j'ai trouvé bien l'idée que un moment, Vermouth disait à quelqu'un, t'as fait du bon boulot Bourbon, et qu'on voit ces trois personnages introduits au téléphone. Quelques tomes plus tard, tome 75, on a une sorte de... Je pensais que c'était l'apogée de l'arc de Bourbon, mais finalement c'était pas du tout la fin de l'arc de Bourbon, où il y a un putain d'arc dans un train, où on découvre qui est le mec qui a le faux visage de Shoichi Akai, on a Bourbon qui apparaît, on a Shoichi Akai qui réapparaît à nouveau, il y a les parents de Conan qui sont là, enfin c'est un putain de bordel. Genre, tu t'en prends plein la tronche. Parce qu'à un moment, tu vois un personnage, tu dis, oh, il y a Vermouth. Et en fait, c'est pas Vermouth, c'est la mère de Conan. Et donc, le faux Akai, c'est Vermouth. Tu dis, oh putain, depuis le début, c'était Vermouth. Il y a. Il y a Lupin. Il y a Kaito Kid qui apparaît pour donner un coup de main à Conan. Enfin, l'arc dans le train, c'est une folie. Ensuite, on a encore quelques petits indices qui apparaissent. On a par exemple l'apparition de Haneda, donc qui est censé être un grand champion de shogi et qui est donc le petit copain de Yumi et qui dit quand je serai sexuel de champion de shogi, on se mariera. Sauf que Yumi est pas au courant et elle l'apprend bien plus tard. Et c'est vraiment très drôle. Et on a ce qui est en fait la véritable conclusion de l'arc de Bourbon, c'était on découvre qui est Haneda, donc cet étudiant qui habite chez Conan, et en fait on découvre que c'est Shoichi Akai, qui depuis le début était au courant avec les parents de Conan, enfin les parents de Shinichi, et qui sait pas que Shinichi est Conan, il ne le sait pas encore officiellement aujourd'hui, où j'en suis, et donc la fin de l'arc est vraiment cool, et ça se termine avec Akai qui dit j'ai un indice, grâce à Kir, on connaît le nom du numéro 2 de l'organisation, il s'appelle Rome, comme l'alcool. Et donc, Conan va commencer à enquêter. Il apprend par Akai qu'il y a trois suppositions. C'est soit un mec costaud, soit une femme aux cheveux longs, soit un vieillard. Ou c'est peut-être les trois en même temps, ce qui est un peu bizarre. Et de Eibara, il apprend, ou je crois que c'est Eibara qui lui dit, et Eibara lui dit, tout ce que je sais, c'est que tout le monde a dit qu'il avait un œil en moins. Et là, tu commences à te dire, merde, on avait vu un flic qui avait un œil en moins. Il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui est un flic qui en plus devient le supérieur de Maigret, qui a un œil en moins, et tu te dis merde, il va y avoir 15 000 personnages qui vont pas avec des yeux en moins, avec un œil en moins, et ça va être un petit peu, mais lequel est le véritable Rome, et ça va être génial. Il commence aussi à voir, alors, comme je connais la vérité, c'est un petit peu dommage, mais on a l'introduction de la petite sœur hors du domaine, donc qui est la petite sœur, mais alors que Serra n'a pas de petite sœur, qu'on sait pas qui c'est. Bon, à cause du film, je sais qui c'est, mais j'ai hâte de découvrir la résolution de comment tout ce lien de famille, parce que je sais que parce qu'il y a eu un chapitre où à un moment qui était vraiment très très pas mal fait, mais vraiment tu vois le nœud de figure, où à un moment Serra appelle donc son grand frère, Yumi appelle son copain et il dit non mais j'ai pas le temps, je raccroche, et on a Serra qui dit ah mon frère je viens de l'avoir au téléphone, il dit attends j'ai pas le temps, et il rappelle Yumi, tu dis bon c'est la même personne, et comme j'ai vu le film bah forcément je le sais.
Pareil, on nous balance aussi que, à moi, elle balance comme ça, c'est rare que son frère c'est Akai, et qu'il a rencontré un certain Scotch, et qu'on apprend plus tard que Amuro a la haine envers Akai parce qu'il a tué son pote, Scotch, qui était lui aussi, comme lui, je l'ai pas dit, mais Amuro, donc Bourbon, est un flic, aussi espion de l'organisation des Hommes Noirs, ce qui fait que j'ai l'impression que dans l'organisation des Hommes Noirs, il n'y a que des agents infiltrés. Il y a Kir qui travaille pour la CIA, Akai qui travaille pour le FBI, et Bourbon qui travaille pour les forces spéciales d'intervention japonaises. Je suis sûr qu'on va avoir un mec du MI6, on va avoir un mec des forces d'intervention françaises, un mec du KGB, n'importe quoi. Voilà, c'était juste ça pour dire ça. Voilà, tout ce que j'avais à dire. De toute façon, il y a une vidéo qui va arriver dans quelques temps, mais Conan, c'est génial, là, je suis quasiment à jour, et c'était un plaisir de lire du tome 1 au tome 90, il en reste 8 à lire, et ça va être un putain de plaisir. Je pense le faire juste après l'apprenti criminel et Kaitoki qui sont chez Kana, parce que voilà, j'ai envie de rester encore un petit peu dans... Je suis dans la hype Conan, je veux y être jusqu'au bout. Shaman King, The Superstar, le premier tome donc de la suite de Shaman King. En fait, c'est bien, Kana l'a fait. Ils ont mis une petite explication en disant que Shaman King, après 17 tomes, t'as Shaman King Flowers, et après Shaman King Flowers, t'as The Superstar. Donc qui est vraiment la suite directe, là, il n'y a pas d'ellipse de quelques mois. Oui, alors pour l'instant, c'est vraiment le tome introduction, parce que déjà on ne trouvait même pas en contexte où était Anna avant, et où était la Anna fille avant. Et là, on est juste Anna qui est quelque part, avec une moto, et qui cherche donc son fiancé. Et en même temps, tu vois Anna. Alors on ne voit pas trop Anna dans ce tome-là, on le voit vraiment à la toute fin, où il est avec il est sur l'avion avec le pilote qu'il avait rencontré dans le tome précédent. Et comme je l'avais dit, en fait, sur la couverture du tome 2, on voyait Anna, donc le fils de Yo, avec un fantôme vert qui avait une tenue d'aviateur, et donc c'était sûr et certain que le fantôme qu'on avait vu dans le tome 5-6, qui était un aviateur, un pilote japonais de la Seconde Guerre mondiale, allait devenir son nouveau fantôme. En tout cas, ça a vraiment changé, parce que le tome 6, enfin, les 6 tomes de Flowers, c'était pour moi un peu, maintenant que je connais The Superstar, c'était vraiment pour montrer l'émancipation de Hana envers son père Yo, de dire Amidamaru ne sera plus mon fantôme, maintenant ça sera le pilote japonais, ce qui est vraiment bien, parce que au bout d'un moment ça serait une Reddit avec ses combats d'épée, etc. Déjà que les techniques de Hana étaient vraiment calquées sur Yo à la fin de la série, c'est vraiment dommage. Et alors j'en parle pas, mais les couvertures, une tuerie. La couverture avec Yo là, avec son écharpe, le fantôme du Earth of Spirit, incroyable. Voilà, donc Shaman King, The Superstar. Lisez si vous avez lu Followers, sinon ça n'a aucun intérêt, parce qu'en plus c'est bien, ils l'ont mis aussi là, un petit carton, la suite directe de Flowers, parce que sinon tu te dis ah c'est une nouvelle série, non c'est une saison 2, voilà donc faites attention, Flowers, de toute façon je conseille toujours. La Voix du Tablier, tome 6, alors je sais pas si j'en ai parlé dans le tome 5, est-ce que la série était sortie, la série Netflix est pas folle, mais ça se regarde, c'est pas irregardable, ça se regarde, c'est sympathique. Donc je vais parler du tome 6, alors j'ai cru qu'il allait avoir un arc narratif, où à un moment il y a un passage où Taiju va voir le conseil, c'est le conseil des voisins, ou un truc comme ça, et ils disent attention c'est le conseil des 8 dragons, et on te présente 8 femmes au foyer qui ont l'air d'être hyper imposantes, tu dis oh putain il va essayer de les séduire une par une pour rentrer dans ce conseil, et finalement ça dure que 2 chapitres. J'aurais bien aimé que ça dure beaucoup plus longtemps, qu'on ait enfin un, entre guillemets, vrai arc narratif. Après, la série reste super bien. J'ai adoré le chapitre où Taiju voit un film d'horreur, il dit non mais de toute façon j'aurais pas peur, et que toute la nuit il bade, et qu'à un moment il entend son chat chier, et il se dit oh putain il y a un fantôme, et c'est horrible. C'est vraiment génial, j'ai adoré le passage où le chapitre où il doit récupérer un DVD pour sa copine, enfin sa femme, et qui doit dire une phrase, et qui rencontre un autre otaku, il dit eh tu sais si on va dans un magasin qu'on dit cette réplique là à deux, on a une carte collector, et il dit oh ma femme sera super contente, il va faire ça, et ils ont plus de cartes. C'est génial, non franchement, La Voix du Tablier c'est toujours aussi drôle, j'ai trop kiffé, lisez, franchement moi je me marre. Quatrième et dernier tome de Batu Brother, donc cette série What the Fuck de Akata. Je suis un peu resté sur ma faim. Là, j'avoue que les 3 tomes étaient vraiment bien, et le 4e tome, la conclusion avec la civilisation qui revient, et que finalement son frère redevient une log parce que finalement il se s'entend pas avec la civilisation, etc. Ah, je sais pas, j'ai moins adhéré à ce message final de la série. Les 3 tomes sont cool, la série en elle-même est cool, mais j'avoue que la conclusion finale, moyen. J'ai un peu moins aimé, mais ça reste vraiment sympathique. Lisez, c'est drôle, le dessin est vraiment what the fuck, mais c'est une série vraiment cool, et j'aurais aimé peut-être un arc de plus, enfin plus de péripéties. Là j'ai l'impression que ça s'est un peu précipité sur la fin, et c'est un petit peu dommage. Arrête de me chauffer, Nagatoro, le 2e tome. Alors j'ai pris l'édition Deluxe parce que il y avait un petit carnet en plus qui est vraiment bien foutu. Hein. C'est un petit carnet avec un vernis sélectif, un petit effet en plus. Alors ça se voit pas vraiment, mais en fait
entre le vernis sélectif et la couverture, il y a vraiment un petit effet gondolé qu'on peut remarquer en fait derrière, où c'est vraiment gondolé. C'est un petit carnet d'une vingtaine de pages avec des histoires en couleur, des illustrations d'auteurs. C'est sympathique, c'est un petit cadeau en plus, c'est ça qui fait que c'est une édition deluxe. Alors c'est 2-3 euros de plus, alors c'est vrai que ça peut faire un peu cher, 2-3 euros pour ça, mais bah vu que c'est l'édition deluxe, t'auras jamais ça autrement. Je me dis je vais le prendre, surtout que entre le tome 1 et le tome 2, j'ai vu l'animé sur Crunchyroll, qui est vraiment super bien. Alors, j'ai trouvé que les premiers épisodes étaient un petit peu trop etchi sur les bords, là où je trouvais que le manga, enfin le tome 1, montrait un peu plus de subtilité dans le etchi. Là j'ai l'impression que l'animé est vraiment centré sur les blagues etchi et puis basta, et tout doucement c'est devenu un peu plus sérieux. Le tome 2 montre toujours ça. Alors, clairement, si vous n'avez pas aimé le tome 1, le tome 2, vous n'allez pas l'aimer plus que ça. C'est vraiment dans la même lignée. Ça monte en puissance en termes de roman, subtilité, etc. Avec l'arrivée de nouveaux personnages. Notamment dans ce tome-là, on a 2 des 3 copines de Nagatoro qui apparaissent. Donc la grande perche un petit peu fourrieuse sur les bords et celle qui est un petit peu fofolle, un peu coconne. Yoshi, j'ai plus l'autre nom. On voit aussi que Nagatoro est vraiment en crush à fond sur le senpai. Le passage où elle voit le dos de son senpai et tu te sens que, ouais, elle est amoureuse de lui, mais on ne sait pas encore vraiment pourquoi, et je suis vraiment curieux de savoir d'où vient cette affection, cet amour. Et alors, autre chose, ça m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a des chapitres JRPG qui sont dans le manga, qui étaient dans l'animé, mais qui sont très différents en fait. J'ai l'impression qu'ils ont mixé plusieurs chapitres de JRPG du manga pour en faire un gros épisode, et donc c'est vraiment marrant de voir les différentes péripéties de ce JRPG éclater dans le manga, et je me dis merde, j'ai vu ça dans l'animé, mais dans le manga c'est totalement différent, ce qui fait que il y a vraiment un réel plaisir, et en plus, de ce que j'avais vu du tome 1 par rapport à l'anime, il y a des chapitres qui n'étaient pas dedans, ce qui fait que, même si j'ai vu les 12 épisodes de la série, il va sûrement y avoir des surprises dans le manga. Il y en avait quelques-unes, il y a des chapitres que j'ai pas reconnus, enfin, que j'ai pas eu le sentiment d'avoir vu en animé, mais voilà. En tout cas, Nagatoro, je conseille toujours autant, c'est vraiment super bien. Après, si vous n'aimez pas le ecchi, vous kifferez pas toujours. Dreamland, tome 20. Trône. Alors, ceux qui connaissent Dreamland, vous savez que tous les 5 tomes, Renaud Lemaire, l'auteur, se fait un petit kiff, il fait un tome totalement différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Par exemple, le tome 15, c'était la méga guerre entre Asmodeus et donc sa faction contre le royaume des souterrains, le royaume de la roche, ou un truc comme ça. Je crois que c'est le royaume des souterrains. Donc c'était un tome totalement hors série, qui n'avait aucun rapport avec l'arc qu'on avait de la Célestafest, même si il y avait un recoupement vers la fin de l'arc. C'est vrai que tu disais merde, c'est quoi cette putain de bataille qui n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de lire jusqu'à présent. Le tome 10 c'était l'introduction de tous les personnages qui allaient devenir très importants pour l'arc de la Célestafest, qui a duré quand même 9 tomes. Et donc là c'est le tome conséquence. Donc on a fini ce méga arc de 9 tomes qui est donc le plus long de Dreamland, et on compte un peu toutes les conséquences sur Dreamland. Notamment il y a un gros chapitre sur Apollo, le roi du soleil, qui dit que maintenant il y a tel duc du royaume ténèbres qui est parti, le corbeau il a pris sa place, il y a machin qui est mort, ce qui fait que son royaume est devenu éclaté, que tout le monde se fait la guerre, qu'il y a tel machin qui fout le bordel et qu'il va falloir s'en occuper, qu'il y a machin qui est en liberté, que c'est dangereux, etc. Tu sens que ça va être le gros bordel pendant plusieurs tomes. T'as Attila qui est devenu le numéro 1, d'où Trône. T'as le numéro 5, donc qui est juste derrière, qui était le mec Abek, qui a tué un roi qui fout le bordel. Enfin, tu sens que là, Renaud, il avait fermé plein de portes avec la Célestafest, et que là, il s'est dit, il y a trop de portes de fermer, j'en rouvre 10 000. Et là, c'est le bordel, parce que là, il va y avoir un méga arc sur le royaume de l'or. Il va y avoir un méga arc sur tout ce qu'a fait Apollo. Déjà tout ce qu'a annoncé Apollo, ça a été méga arc, c'est sûr et certain. Le royaume des ténèbres, on a la grande guerre, c'est sûr qui va apparaître au bout d'un moment. Est-ce que je sais plus si Terence avait récupéré son phénix, mais ça va être un putain d'arc ça aussi. Enfin, il y a plein de choses, Et alors, souvent, alors tous les 5 tomes aussi, Renaud se fait un petit kiff en termes de dessin. Et là, il y a le combat entre le numéro 1 et le numéro 2, donc Attila contre Arca, donc le seigneur des cendres, le plus puissant contrôleur du feu, et même le plus puissant contrôleur d'éléments de Dreamland, et donc accessoirement le plus puissant de tous les voyageurs de Dreamland, face à Arca, le maître des araignées. Le combat est incroyable, l'ancrage qui fait un petit peu crayonné, il est trop cool. Et alors c'est pareil, j'ai bien aimé le petit chapitre à la fin, le petit chapitre bonus, qui est le chapitre 200, où on te montre un petit peu les origines de Midas, donc le seigneur de l'or qui est mort. De toute façon, Dreamland, ce tome-là était incroyable. Alors pour ceux qui savent pas aussi, derrière la couverture, on a une deuxième couverture avec un peu le classement actuel de Dreamland, et on voit un petit peu l'évolution de pouvoir. Alors est-ce qu'on aura ça à chaque tome? Ça serait vraiment cool pour qu'on puisse se faire une petite idée de qui a monté dans le classement entre chaque tome.
surtout qu'il se passe toujours beaucoup de choses, il y a beaucoup d'évolutions. Mais en tout cas, voilà, ce tome de Dreamland, c'était vraiment incroyable. Et j'ai vraiment envie de me relire la CSFS parce que vu qu'il y a eu un tome tous les 1 an, 2 ans, qu'il y a eu en plus une coupure avec le tome 15 qui a duré, qui a mis beaucoup de temps à sortir, depuis longtemps je me dis, il faut que je me lise les 10 tomes de la Siesta Fest pour me remettre tout d'équerre, et je vais peut-être faire ça dans pas longtemps, mais en tout cas, Dreamland c'est toujours un putain de kiff. Deuxième tome sur 3 de Ayako, l'enfant de la nuit, donc ce remake de Ayako, le manga de Osamu Tezuka, qui j'ai fait une vidéo dessus, hein, donc c'est pour le Tezukomi, des auteurs ont réadapté des œuvres de Tezuka. On a Ayako, l'enfant de la nuit par Kubukurin, qui est un auteur de hentai, si je dis pas de bêtises. Et on avait Sergeant Destroy qui réadaptait de manière futuriste l'œuvre de Dororo, et là donc là, Ayako, l'enfant de la nuit, c'est Ayako à notre époque. Alors, plus ou moins années 90-2000, mais après, vu que Ayako grandit, on se rapproche plus ou moins de notre époque. J'avais trouvé le manga, le tome 1 très ecchi, le tome 2 l'est encore plus. Alors en plus, entre ma lecture de Ayako l'enfant de la nuit et ce tome 2, j'ai relu Ayako l'œuvre d'origine, où il y a quand même des passages vraiment hard en termes de sexualité, parce qu'il y a un passage où Ayako découvre ce que son corps a grandi, que c'est pas c'est quoi gentiment humain, les relations humaines, et qu'elle commence à coucher un petit peu avec tout ce qui bouge. Et j'avoue que c'est toujours présent dans ce tome-là, mais encore plus accentué. Pareil, j'avais dit que c'est marrant que Orio était comme ça dans le tome 1, parce qu'elle était très différente par rapport à l'œuvre d'origine. Sa fin, dans ce tome-là, parce que finalement elle meurt, hein, comme dans l'œuvre d'origine, est encore plus violente du fait qu'elle avait vraiment une relation particulière avec le héros. Et donc on découvre aussi comment il perd son œil, parce que dans le manga, quand il apparaît, le personnage principal du tome 1, donc l'oncle machin, il a un œil en moins à cause de la guerre, et là il l'avait encore, et on découvre qu'il perd son œil, comment il le perd. Ce qui est super intéressant, c'est que ça fait des recoupements avec l'œuvre d'origine. Mais alors, par contre, j'ai trouvé l'histoire, enfin le développement du plus jeune frère des Tengai vraiment dégueulasse, parce que c'est vraiment un gros dégueulasse, là où dans l'œuvre d'origine, il est normal, on va dire, et en fait, en voyant Ayako grandir, il devient totalement pervers, il devient comme son père, ses frères, etc. Il devient vraiment un peu foufou. Et là, il est vraiment dégueulasse du début jusqu'à la fin. C'est encore pire dans ce tome-là. C'est vraiment un dégueulasse. Je sais même pas dire, il tente, il viole un peu Ayako. Hein, genre, il lui arrache les sous-vêtements, il la plotte. C'est un viol. Ça m'a pas mal choqué. Il y a des passages vraiment durs. Pareil, alors. J'ai hâte de voir le tome 3 parce que il se passe vraiment des trucs différents. Par exemple, le père Tengai qui est totalement alité, il est beaucoup moins dans l'œuvre. Il est un peu affaibli, mais il n'est pas autant alité. C'est un peu dommage aussi que par rapport à Ayako, on mette moins l'accent sur l'évolution dans la cave, qui finalement passe vraiment à la trappe dans ce tome-là. Parce que c'est vraiment un passage très important dans Ayako quand on la fout dans la cave et qu'elle grandit pendant des années, et que c'est un peu au bout d'un moment, il y a la chenille qui devient une chrysalide, qui devient un papillon. Ce passage-là est tronqué, et ce qui est un peu dommage, parce que pour moi je trouvais que c'était un des passages les plus intéressants de Ayako de Tezuka. Là c'est dommage qu'on ait fait ça, et donc à la fin de ce tome, Ayako quitte la campagne, elle découvre son oncle, et son frère, vous avez compris ce que je voulais dire, et donc ça se finit là-dessus, et donc il reste plus qu'un tome, donc j'ai hâte de voir comment ça va se finir, mais clairement c'est bien, mais j'ai trouvé que le tome 1 m'avait donné beaucoup plus de rêves, et que le tome 2 a fermé des portes et fait que un peu moins bien. Les carnets de l'apothicaire, tome 4. Alors, je le dis tout de suite, il va y avoir un animé en 2022, si je dis pas de bêtises, mais pour l'heure, on parle de ce 4ème tome qui est pour moi l'un des... Moi, là, les carnets de l'apothicaire, c'est une œuvre que je n'attendais pas plus que ça en 2021. J'ai fait ma petite vidéo bilan manga 2020 et j'avais fait qu'est-ce que vous attendez, et ce tome-là était monté très haut. J'ai acheté le tome 1 par curiosité et c'est vraiment une super surprise, c'est vraiment l'un de mes titres préférés de cette année. Le tome 4, toujours aussi bien. Là, on a une histoire de suicide où il y a une petite enquête là-dessus. On découvre un peu aussi les origines du père de l'héroïne, Mao Mao, qui était un médecin de la cour royale, qui a laissé un enfant royal mourir, ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec le pied explosé, enfin on lui a arraché le genou, la rotule, il est devenu un petit peu boiteux. On découvre ces origines-là, c'est super intéressant, et il y a un putain de mystère qui commence à se créer, et je suis en train de me dire, parce qu'on nous dit, si ça se trouve, l'enfant de la maîtresse de l'actuel empereur, en fait il est pas mort, on l'a échangé avec l'autre enfant de l'ancien empereur, ce qui fait que le frère de l'empereur, c'est son fils. Et je me suis envie de dire, et comme il ressemble, la femme en question ressemble beaucoup à Jinchi, j'ai envie de dire, merde, est-ce que Jinchi, ça serait pas le frère et donc le fils de l'empereur? Et donc tu dis, merde, Mao Mao est en train de se faire
ploter, l'autre tombe, le frère de l'empereur tombe red dingue d'une courtisane. Là, j'ai hâte de découvrir ça. Est-ce que c'est ça la vérité? Ça va être ouf. Et la relation entre Jinchi et Momo, toujours aussi bien. J'ai hâte de lire la suite. Les cahiers de l'apothicaire, clairement, si vous n'avez pas encore commencé, foncez, c'est trop bien. Beastars, tome 17, pareil, toujours un putain de kiff Beastars. On arrive à la fin, il reste 5-6 tomes, si je dis pas de bêtises. Il y en a 22 ou 23 au Japon, ce qui fait qu'on est vraiment dans les derniers tomes de la série. Là, entre Melon et Legoshi, dans les prochains tomes, ça va péter. Là, il n'est pas encore au courant, mais le fait que Melon a rencontré Haru, quand il va le découvrir, c'est une dinguerie. C'est sûr et certain que c'est une dinguerie, ça va exploser, ça va y avoir une putain de baston. J'ai beaucoup aimé toute l'histoire sur Louis et sa fiancée, et c'est vraiment super intéressant là, toute l'histoire où il est avec sa copine, enfin sa fiancée, tout ce qui se passe autour d'elle, super intéressant. L'histoire avec le gang des lions, toujours aussi bien. Non, Beastars, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que c'est toujours aussi bien que j'ai pas envie d'en dire trop, mais voilà, franchement c'est un putain de kiff à lire. J'ai bien aimé alors l'histoire, alors je sais plus comment c'est quoi comme animal exactement, mais je trouve que c'est un furet, non c'est pas un furet, c'est un chat musqué. Et son histoire de tiens je te donne du caca et c'est du café qui est super bien, qui est parfumé à la fleur. Je trouvais ça génial, c'est vraiment trop bien. Beastars, toujours un putain de kiff. On arrive vers la fin, mais du début jusqu'à la fin, moi je kiffe. On m'a dit que l'arc de Melon était pas si bien que ça, moi en tout cas, je kiffe toujours autant, surtout il y a une petite bagarre entre Legoshi et Melon et que Legoshi est toujours un petit peu tiraillé par le fait que merde, s'il a un enfant, il sera un petit peu comme ce bonhomme-là et qui se dit non, mais de toute façon, mon enfant, je vais le choyer, il va grandir dans l'amour, je serai un papa gâteau, et il finira pas comme toi. Et grosse baston, c'est génial. Mais voilà, Beastars, toujours aussi bien. Lisez si vous n'avez pas encore commencé, je vous recommande. J'ai aussi pris Beast Complex, le premier tome, alors je crois qu'il n'y en aura que quelques-uns, c'est pas une très grande série, alors c'est pas un spin-off, c'est pas un préquel, c'est juste des histoires, entre guillemets dans l'univers de Beastars, même si alors, je crois que ça n'a pas été officialisé comme tel, mais on va dire que voilà, des animaux anthropomorphes, des histoires un petit peu compliquées entre carnivores et végétariens, clairement, on est sur du Beastars, même si je crois qu'il y a des histoires qui ont été écrites avant et d'autres après Beastars, mais peut-être que je dis une grosse connerie, donc je préfère pas m'avancer. Petit aparté. Si vous achetez Beastars, le tome 17 et Beast Complex, vous avez un petit portfolio de Ki-hoon, qui est vraiment de très bonne qualité, avec quelques illustrations couleurs, donc des œuvres, et franchement, c'est vraiment super bien, et ça donne qu'une envie. Il faudrait vraiment, alors je sais pas si l'auteur a fait ça au Japon, mais un artbook, et que Ki-hoon sorte l'artbook, parce que là, vraiment, ça mériterait, même si je crois que Ki-hoon n'a pas sorti d'artbook jusqu'à présent, c'est pas trop leur cam, alors, en tout cas, pas en tant qu'éditeur Ki-hoon. Je sais qu'ils ont d'autres filiales, etc. Et peut-être qu'ils ont sorti des artbooks, mais Ki-hoon en tant que tel, j'ai pas souvenir qu'ils aient sorti un artbook, mais je préfère pas m'avancer. On va revenir sur Beast Complex. Donc c'est 5-6 histoires autour d'animaux, chaque fois un carnivore et un herbivore, plus ou moins. Il y a des histoires qui sont vraiment sympas, d'autres qui sont vraiment excellents. Je retiens beaucoup l'histoire du crocodile et de la gazelle, où en fait la gazelle tient avec un bouc une mission de cuisine, et que le vieux bouc dit bon moi je suis trop vieux, je suis retraité, on va me remplacer, et là tu vois un gros crocodile qui arrive, et que les deux ils sont en train de s'envoyer ils se disputent en prime time, c'est génial. L'histoire du renard et du caméléon était vraiment sympathique, et j'ai bien aimé aussi, c'était celle d'avant, c'était j'ai plus le titre, celle qui est en couverture est vraiment cool, la louve et le chameau étaient vraiment cool, et j'ai bien aimé, alors je sais plus exactement, non c'était ces trois là, j'ai bien aimé ces trois là, le Tigre et Castor était vraiment sympa aussi, où on te montre un petit peu ce qui aurait pu être l'histoire de Legoshi enfant, où on lui dit ouais les enfants jusqu'à 9 ans ils peuvent dormir ensemble, et à partir on va dire de l'adolescence, on sépare les carnivores des herbivores, un petit peu comme si on séparait les garçons des filles, c'est intéressant, et voilà, Beast Complex, vraiment cool. Si vous n'avez pas acheté le tome 1, foncez, c'est vraiment un super truc. Et surtout que si vous achetez les 2 tomes de Beastars, vous avez ça. Voilà, un petit portfolio, c'est vraiment cool. Alors c'est sûr que c'est pas un petit livret, c'est juste des illustrations. Mais si vous avez un cadre et que vous ne savez pas quoi mettre, voilà, une petite illustration de Beastars, ça fait plaisir. Et on finit avec le 29e tome de My Hero Academia. Kohei Horikoshi, un monstre. Là, clairement, ce tome-là, il s'est lâché. Il y a des planches, il y a des passages, il y a des doubles pages. C'est incroyable. La baston, enfin, c'est un
allez, c'est Marine, je l'ai dit, hein, c'était Marineford, mais c'est vraiment Marineford. Il y a des bastons partout. Tu vois l'autre là, comment il s'appelle, Gigantomachia qui court. Il y a Mount Lady qui l'attrape. Il dit je te lâcherai pas, t'es pas nana. Il y a, comment il s'appelle, il y a le Red Crimson, non Red Riot, qui monte sur lui, qui grimpe, qui lui lance un truc fumigène. Enfin, il y a des bastons partout. Tu t'en sors pas. Il y a trop de bastons. Et je sais pas l'animé, My Hero Academia, quand ils vont adapter cet arc là, mais soit ça va être un truc nul à chier parce qu'ils vont pas s'en sortir, soit ils vont faire un truc de malade mental, et j'espère que ça sera plutôt ce truc-là, parce que l'arc, mais c'est une dinguerie, il se passe trop de choses, il y a plein de bastons partout, et c'est là où je trouvais vraiment, j'adore One Piece, mais des fois One Piece tu sentais que il se passe ça, on passe à autre chose, là il y a vraiment des transitions, mais qui sont d'une fluidité, t'enchaînes vraiment les bastons, mais c'est super fluide, là où je trouvais que One Piece des fois c'était un peu trop fragmenté, et même l'auteur l'avait dit, hein, s'il aurait voulu faire un arc comme il aurait voulu, il aurait dû faire des chapitres de 60 pages, et il s'en serait jamais sorti. Donc voilà, là je trouve que Koyo Koshi s'en sort vraiment bien pour l'instant dans cette méga bataille générale entre les gentils et les méchants. Il se place plein de choses, je ne serais pas pour tout retenir, mais le combat entre Deku face à Shigaraki, incroyable, Endeavor qui est là, enfin le méga combat contre, comme j'ai dit, Gigantomachia, on a les origines un petit peu encore de Nana, donc la grand-mère de Shigaraki, donc qui est un petit peu les conséquences des choix du précédent utilisateur du One for All, du fait que pour le bien de sa famille, elle ait abandonné son fils, et que son fils est un petit peu matrixé à cause de ça, dit ouais, les héros, ils pensent qu'à leur gueule, ils protègent pas leur famille, et ben ça a créé Shigaraki, donc 2 générations plus tard. C'est vraiment super cool, le passage où tu vois donc le maître de All Might en larmes parce qu'elle a abandonné son fils, et que bah tu te rends compte que Grand Torino voit les conséquences de tout ça, il dit merde, est-ce qu'on a fait le bon choix à l'époque. C'est vraiment, le tome il est incroyable, et la fin, juste la fin, la dernière page, ça va dire d'attendre le tome 30. Là clairement le tome 30 il va se faire attendre énormément, surtout qu'on m'a dit qu'en ce moment My Hero Academia au Japon c'est une putain de dinguerie ce qui se passe en scan, et je me retiens vraiment énormément de pas aller sur un site et de lire pour me mettre à jour, mais je préfère continuer à savourer mon tome, lire 200 pages d'un coup et prendre un putain de kiff et avoir une petite dose, que me dire ah je suis à jour et qu'après les tomes auront un peu moins de saveur. Mais voilà, My Hero Academia, grosse dinguerie. Donc là, cet arc-là, on l'aura sûrement dans la saison 7. Clairement que ça va s'arrêter. La saison 6 qu'on a actuellement va s'arrêter juste avant cet arc-là. Ça va être frustrant pour les Only Anime. Vous allez mourir. Clairement, ils vont mourir. L'arc, la nuit va se finir, je pense, sur le début de cet arc-là. Et s'ils n'ont pas commencé les scans, ils vont sauter dessus. C'est pas possible. Voilà, c'était mes lectures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, partage. Vous connaissez la rengaine. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram. Les liens sont dans la description. Et pour maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!